Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le président chinois Xi Jinping qui a écouté le rapport du travail du chef exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Long Chun-ying, et a présenté ses vœux de nouvel an aux Hongkongais. Xi Jinping a également réaffirmé la mise en place de la politique un pays, deux systèmes à Hong Kong et a mis l'accent sur le fait que le gouvernement central insistait sur ce principe. Le président chinois a par ailleurs souligné que Hong Kong devait saisir les opportunités de développement dans le cadre du 13e plan quinquennal de la Chine. Il a rappelé qu'une société stable et sûre et la recherche du développement était l'espoir du peuple de Hong Kong et la principale mission du gouvernement de la région autonome spéciale. Le président chinois a également rencontré Cui Saeon, le chef exécutif de la région administrative spéciale de Macao. Xi Jinping a déclaré que le gouvernement central accordait beaucoup d'importance au développement prospère de Macao et que l'île pouvait jouer un rôle dans l'initiative Une ceinture, une route. Les opérations de secours se poursuivent à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong. De nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui. Le gouvernement de Shenzhen a, lors d'une conférence de presse, fait le point sur les opérations de secours. Un survivant a été secouru et 4 corps ont été retrouvés. Nous présentons nos profondes condoléances aux victimes. Après la catastrophe, un centre d'opération a été établi pour coordonner les opérations de secours. Ce matin, plus de 5000 personnes, dont des policiers, des pompiers, des policiers spéciaux, sont mobilisées. Et de nombreux équipements ont été déployés, dont 4 drones. 30 chiens de recherche travaillent également sur le site. Mercredi matin, les secouristes ont sauvé un survivant piégé depuis 67 heures. Cet homme, qui porte le nom de Tian Zeming, a été envoyé à l'hôpital et se trouve maintenant dans un état stable. Il faisait partie des 76 personnes portées disparues après le glissement de terrain. Les sauveteurs ont divisé le site en 16 zones de recherche et se concentrent sur 7 d'entre elles. Ils ont également fait de l'identification de l'emplacement des bâtiments enterrés la priorité de la prochaine étape. Des géologues sont arrivés pour aider à empêcher une seconde catastrophe. Des experts médicaux venus de Beijing ont également rejoint les efforts de sauvetage. Et selon le bureau de gestion des catastrophes, mardi à 20 h, plus de 1100 personnes étaient affectées par le glissement de terrain. La plupart d'entre elles sont des migrants travaillant au sein du parc industriel. Ils ont pu être relogés temporairement. Certains sont rentrés chez eux, d'autres restés avec leurs amis et proches, voire dans des hôtels réservés par leurs entreprises. Le bureau de commandement post-catastrophe déclare que si nécessaire, ils fourniront une assistance pour acheter des billets à ceux qui désirent rentrer chez eux. Ils prennent également des mesures concernant ceux étant touchés par la perte de leur emploi. Tous les travailleurs affectés par la catastrophe, s'ils désirent rester, alors le gouvernement et les départements du travail concernés feront de leur mieux pour les accompagner et les aider à trouver un nouvel emploi. International à présent, en Asie, les combats font rage entre l'armée afghane et les talibans dans la province de Helmand, où les insurgés se sont quasiment emparés d'un district stratégique. Ces derniers jours, le district de Sangin a été le théâtre de multiples batailles qui ont vu les talibans prendre le contrôle de la plupart des bâtiments officiels. Nous avons appelé et dit qu'il y avait des martyrs et des blessés à l'intérieur du bâtiment du chef de la police. Personne ne nous a aidés et personne ne les a évacués à Lashkar-Gah. Il n'y a pas de route pour envoyer du ravitaillement dans les districts de Rayaki, Musakala et Sangin. Il n'y a pas de trafic, c'est pourquoi il n'est pas possible d'évacuer les cadavres. Un responsable afghan a déclaré que la base de l'armée était le seul endroit à n'être pas tombé aux mains des talibans. Le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi qu'il allait envoyer un petit nombre de conseillers militaires dans la province de Helmand. Sangin est tombé à plusieurs reprises aux mains des talibans, depuis le retrait des troupes britanniques de la province de Helmand en 2010. Les combats de ces 6 derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et internationales.
Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a accusé la Russie d'avoir délibérément lancé une attaque aérienne contre des groupes d'opposition modérés en Syrie. Il a formulé cette remarque lors d'une conférence organisée par son parti politique. Il a déclaré que les actions de la Russie n'affectaient pas l'organisation État islamique, mais ne faisaient qu'affaiblir l'opposition syrienne modérée. Nous condamnons fermement l'attaque aérienne lancée par l'aviation militaire russe dans la région syrienne d'Idlib et qui a eu lieu dimanche dernier. Les Russes ont même visé le bureau du maire et des zones résidentielles pendant l'attaque. Selon le rapport initial, au moins 40 personnes ont été tuées et 35 autres ont été blessées au cours de l'attaque aérienne. Mais selon des responsables de l'opposition, environ 200 personnes ont perdu la vie à cause du raid aérien russe. Dans sa déclaration, M. Davutoglu a dit que la Russie a jusqu'à présent procédé à des bombardements plus de 4000 fois. Cependant, 90% d'entre eux ont visé des groupes modérés d'opposition en Syrie. Moscou a, à plusieurs reprises, nié avoir lancé des attaques aériennes contre l'opposition modérée, qualifiant ces accusations de calomnie pure. Dans le même temps, la Russie a sans cesse accusé la Turquie d'être impliquée dans la contrebande de pétrole avec l'organisation État islamique. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis qu'un bombardier russe a été abattu par l'armée turque le mois dernier. La Russie a imposé des sanctions à la Turquie après cet incident, tandis qu'Ankara envisage à présent d'adopter des contre-mesures. Environnement pour commencer cette seconde partie d'édition. Les délégués chinois qui ont participé aux négociations sur le climat à Paris ont tenu leur première conférence de presse depuis leur retour à Beijing. Le représentant spécial de Chine sur le changement climatique, Xie Zhenhua, a indiqué que la Chine lancera un marché d'échange des émissions de carbone en 2017 et s'efforcera d'élaborer des législations qui assureront sa mise en œuvre. La Chine doit ajuster sa structure de consommation parce qu'elle est trop dépendante du charbon et devra passer à un mode de consommation d'énergie plus efficient. Il a ajouté que la Chine était capable d'équilibrer la croissance économique et la réduction d'émissions de carbone. Xie Zhenhua a salué l'accord de Paris qui définit différentes tâches pour les pays développés et ceux en voie de développement, dans un effort collectif pour enrayer le réchauffement climatique. Les mécanismes de l'accord sont adaptables. Cela permettra à chaque pays de partager de différentes responsabilités. Tout le monde est impliqué. Cet accord respecte les différents aspects de chaque pays et reflète les besoins de chaque pays membre. L'accord offre de bonnes solutions aux pays en voie de développement qui ont besoin d'un soutien financier pour faire face au changement climatique. Je pense donc que l'accord de Paris est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. L'accord historique de Paris sur le changement climatique a été adopté sans objection le 12 décembre par 196 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'accord de Paris appelle à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Mais des efforts devraient tout de même être déployés pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Il reconnaît les différentes responsabilités et capacités de chaque pays. Il est aussi stipulé que les pays développés devraient fournir chaque année 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour les aider à s'adapter et à réduire leurs émissions. La réduction des surcapacités industrielles est l'un des objectifs décidés lors de la conférence centrale de travail économique par le gouvernement chinois pour l'année 2016. Cette année en Chine, la consommation d'acier devrait diminuer pour la première fois depuis 10 ans, avec un recul de 4,8% à 668 millions de tonnes. La chute des cours de l'acier pèse également sur ceux du minerai de fer. Le minerai de fer importé s'échange à moins de 40 $ la tonne. La faute aux surcapacités industrielles. Des dizaines d'usines ont été arrêtées et leur capacité est d'environ 60 millions de tonnes. Je pense que de nouvelles usines vont à l'avenir devoir fermer car nous n'avons pas besoin de telles capacités de production. Il va cette année se produire une transition conséquente dans le secteur manufacturier. Le secteur chinois du charbon est également en surcapacité. En 2015, la consommation de charbon est en effet inférieure à celle de 2013. Les analystes expliquent que les surcapacités industrielles et une croissance moins intensive en énergie ont assombri les perspectives du secteur du charbon.
Le secteur chinois du charbon fait face à une demande faible et à des stocks en hausse. À cette date, les stocks de charbon dépassent les 300 millions de tonnes, un niveau historique. La chute des cours du charbon a également placé l'activité des entreprises du secteur face à des difficultés. L'échelle des pertes dans le secteur du charbon a atteint les 80%. La réduction des surcapacités est un processus dont les effets vont se faire sentir pendant longtemps. Les finances des gouvernements locaux et l'emploi vont en pâtir. Mais c'est un mal nécessaire pour parvenir à une croissance plus saine. Tourisme à présent. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver où la température tourne autour de 20 degrés. Partons tout de suite pour le 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre sa saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan, qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourist. Yay! We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to come visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族黎家黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农浆肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng.
Les habitants de Hainan trouveront le thé Yexian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. Avouons-le, apprendre les caractères chinois peut être intimidant, mais il n'y a aucune raison que cela soit ennuyeux aussi. Il existe maintenant une sorte de musée pour enfants, le musée du voyage des caractères chinois. Le processus d'apprentissage est amusant et montre comment les symboles sont des capsules temporelles de la culture chinoise. Jetons-y un coup d'œil. Des cours appris avec plaisir ont plus de chances de rester dans la tête. Cela inclut accompagner nos petits camarades à travers l'évolution des caractères. Par exemple, les 5 caractères symbolisant les 5 vertus de Confucius qui ont été créés en combinant 4 blocs de bois. Ici, j'apprends l'origine et de différents styles de calligraphie de certains mots. Ici, j'ai appris beaucoup de mots. Les caractères chinois ne sont pas juste des éléments de la langue, ils sont aussi des messagers culturels. Avec tous ces gadgets et exhibitions, nous essayons de susciter l'intérêt des enfants pour les caractères chinois et la culture derrière ces caractères. Les experts linguistiques ont indiqué que les caractères chinois contenaient des codes qui permettent de déchiffrer le développement de la société et de la civilisation chinoise. Cette histoire remonte à plus de 3000 ans. Des caractères gravés sur des carapaces de tortues ou des os, aux inscriptions sur du bronze, et finalement à l'imprimerie moderne. Cela intéresse aussi beaucoup les adultes, comme des informations sur les empereurs qui étaient bons en calligraphie, le développement de la technologie d'imprimerie et les sons noms de famille. Musique, pour terminer, son dernier album s'est placé en tête des ventes. La chanteuse britannique tout en bigoudi, Adele, est devenue une icône de la scène musicale. 2015 a été un bon cru pour les ventes de musique et l'année s'est terminée en beauté grâce à la chanteuse britannique Adele. Son album intitulé 25 a battu le record de vente en une semaine aux États-Unis. Aujourd'hui, nous présentons Apple Music, le prochain chapitre de la musique, et je sais que vous allez l'adorer. Il va changer pour toujours la manière dont vous vivez la musique. Alors que la musique en ligne est devenue un élément incontournable sur le secteur de la musique, Adele a choisi de ne pas mettre en ligne son album complet. Cette stratégie vise à pousser le consommateur à acheter le disque dès maintenant et à ainsi multiplier le nombre d'albums vendus. La chanteuse britannique fait partie d'un cercle de plus en plus nombreux d'artistes s'impliquant dans la manière dont leurs œuvres sont vendues. La chanteuse américaine Taylor Swift avait bloqué la sortie de son album 1989 sur Apple Music qui offrait 3 mois d'essai gratuit à ses souscripteurs. Taylor Swift expliquait que la gratuité faisait que les compositeurs, producteurs et musiciens n'allaient rien toucher sur les écoutes de leurs chansons. Apple Music s'est alors décidé à revoir sa politique et à rémunérer les artistes. Apple plonge dans la bataille pour l'exclusivité des contenus aux côtés des autres géants de la musique en ligne, Spotify, Pandora et QQ Music. Le chiffre d'affaires de la musique en ligne continue d'augmenter à l'échelle mondiale. Il s'est établi à 7 milliards de dollars en 2014 et la musique en ligne est en bonne voie de dépasser en part de marché les formats physiques, CD ou vinyle. Il existe certains styles qui n'ont jamais réellement cessé de mettre de la musique des cassettes. Je pense aux artistes de noise, de métal et d'hindou qui ont toujours continué avec les cassettes. Mais il y a eu un retour des cassettes dans d'autres styles. Les gens veulent une alternative au numérique. Le numérique c'est facile, mais les cassettes vous ramènent à l'époque où la musique était plutôt un objet tangible. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Rendez-vous dans 1h30 pour Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.